Comment comprendre cette polémique aujourd'hui? Est-ce parce qu'il s'agit d'un avocat ou alors il y a des questions à poser au niveau de notre système judiciaire? Je vais commencer par celui qui vient fraîchement de Douala, qui a certainement vécu l'affaire là-bas. Elie Lobin, comment comprendre cette polémique aujourd'hui? Il faut la comprendre comme la conséquence de la prééminence des forces de l'argent. Les forces de l'argent nous montrent tous les jours leur capacité à prendre en otage les institutions, les hommes. Mais les forces de l'argent n'agissent pas pour rien. Elles agissent parce que dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, la Bible prépare déjà les esprits en disant que dans 1 Timothée chapitre 6 verset 10, ça va être compliqué, vous avez tout souligné partout. Oui, pour ne pas perdre votre temps. Allons-y. Cependant, ceux qui sont décidés à être riches, voyez, ils vont travailler pour être riches. Et la Bible dit ce qui va arriver. Tomberont dans la tentation, dans un piège et dans de nombreux désirs insensés et nuisibles qui plongent les hommes dans la destruction et la ruine. Et la Bible dit, car l'amour de l'argent est une racine de toutes sortes de choses mauvaises. D'accord. Si on compte cela au fait, justement, sur les faits, de quoi s'agit-il? Qui a l'argent dans cette affaire? Maître, ça a intérêt. Oui. Quelqu'un occupe son terrain sans lui demander. Il y construit un grand édifice. Maître ça le découvre après. Il saisit les tribunaux. On lui donne raison. On prononce l'expulsion. Oui. Mais ceux qui aiment l'argent et qui savent que parce qu'ils ont l'argent, ils peuvent tout faire, ils décident de prendre le terrain de Maître Sarr. Comme tous les jours, je me plains que des gens qui ont l'argent font tout, instrumentalisent des institutions, utilisent la justice pour obtenir ce que leurs cœurs veulent. Est-ce qu'on n'a pas sauté une étape de l'histoire? Je ne suis pas obligé de prendre toutes les étapes. Vous allez le prendre si vous voulez. Allez-y, oui. Mais l'affaire, c'est que le type oublie la loi sur la répression des atteintes à la propriété foncière. Tout le monde dans cette république est à Bonanjo. Les procureurs généraux, personne, tout le monde a oublié que la loi portant répression des atteintes à la propriété foncière ne dit pas que si tu occupes mon terrain, tu vas l'acheter après. C'est un arrangement, non? Peu importe. Je dis, quelle est la volonté du peuple camerounais? C'est que si tu te maintiens, exploites un terrain sans l'autorisation de son propriétaire, on te punit. On ne t'aide pas à réussir. Et le propriétaire de cet immeuble propose d'acheter le terrain. Ça accepte. C'est-à-dire qu'il a construit sur le terrain de Maître Sarr. Sans son autorisation. Le tribunal demande l'expulsion. Ça prouve qu'il est le propriétaire en emmenant son titre foncier. Il est le propriétaire. Maintenant, il y a un immeuble de 3 niveaux qui est bâti. Il est censé déguerpir, mais il revient voir Maître Sarr pour dire que, bon, au lieu de partir, moi je rachète cet immeuble. C'est ça. Tu sais pourquoi il y a cette prédisposition d'esprit? Parce que nous sommes arrivés à une situation où nous avons des gens qui estiment que le volume, le niveau, la grandeur, l'importance de l'investissement vaut mieux que le bois à la propriété. C'est pour ça qu'il estime qu'il ne peut pas partir. Il faut plutôt qu'il achète. Mais ça, elle est d'accord. Oui. Comme beaucoup de gens pour qui je plaide tous les jours sont souvent d'accord que racheter alors. Mais il y a autre chose.
Ils s'engagent sur 60 millions. Mais ce n'est pas ça. Ils font une avance de 35 Ce n'est pas ça millions. l'important. Est-ce que quand ce monsieur dit qu'il veut racheter, il veut acheter au prix de ça? Est-ce que, comme il a l'argent, comme il est une fonction de l'argent, il n'y a pas aussi dans son comportement l'idée que je prendrai ça au prix que je veux? Et quand il décide d'avancer 35 millions à ça, est-ce que ce n'est pas finalement le prix qu'il a décidé qu'il va payer? Puisqu'il a l'argent et qu'il peut faire au procureur, au juge, au procureur général, tout ce qu'il veut. Et effectivement, ça apprend. Lui, qui se dévoue tous les jours pour que la justice du plus fort ne soit pas la justice du Cameroun. Il vient d'apprendre que le procureur, les commandants d'unité de gendarmerie, patati et patata, c'est-à-dire les officiers de police judiciaire, peuvent le faire arrêter parce qu'il réclame qu'on lui paye ses 25 millions. Le reliquat. Peuvent organiser des manœuvres pour le contraindre de signer un acte de vente alors qu'il n'a pas encore reçu l'argent convenu. D'accord. Et que il peut donc être la victime de la justice à qui j'ai gardé. On va chuter par là parce que les uns s'expriment sur la question. Oui, on chute par là. Moïse disait déjà aux Juifs de l'époque, comme s'il parlait aux juges de maintenant, dans Lévitique, chapitre 19, verset 15. Vous ne devez pas commettre d'injustice dans le jugement. Patriarche et sot. Monsieur le ministre, adressez-vous à lui, à la caméra. Voilà, ne regardez pas parce qu'on n'est pas. Venez voir ce que la place judiciaire de Douala est devenue. Vous avez mis là-bas des gens qui refusent de vous ressembler. Parce que dans l'histoire de ce ministre, qui est un juge, qui a jugé, son histoire nous apprend que il était du côté de la prééminence de la loi. De la loi. Et des faibles. D'accord, maître. Ce sont les gens qu'il a nommés pour qu'ils rendent la justice et fassent en sorte que la justice soit ce qui élève une nation. Voilà donc le procureur. D'accord. On ne situera pas parce qu'il n'y a même pas accord. On va venir à vous tout à l'heure, le temps d'écouter. Et je n'ai pas fini parce que cette affaire-là, je reviendrai. On revient à vous tout à l'heure. Parce que je n'ai pas encore évoqué le message. Le temps d'écouter tout le monde, oui, d'accord. Maître Sim, sur cette affaire, est-ce que c'est le côté de l'emballement judiciaire ou le côté du foncier qui crée la polémique? Ça veut dire quoi? La question me paraît un peu compliquée. Est-ce que c'est parce qu'il a été arrêté de façon cavalière, tel qu'on le voit, ou alors parce que c'est les questions foncières qui font déjà polémique et débat à Douala? Non, je pense que les questions foncières existent partout au Cameroun aujourd'hui. Et j'ai toujours dit que la bombe atomique qui attend le Cameroun, si on ne fait rien, ce sera les questions foncières. Elles existent partout. Donc, on a un aîné, Anani Grabé Bindi, qui disait souvent que la prochaine guerre partira du foncier. Je pense que c'est évident. Vous savez, il y a nos amis ministres dans ce pays qui ont des cantines de titres fonciers, des cantines. C'est-à-dire qu'il y a une cantine qui est pleine de titres fonciers. Ils ont des terrains dans le Mongo, dans le Nyongeso, dans l'Onkam, partout. Et la loi prévoit pourtant que pour avoir un titre foncier, il faut avoir exploité un terrain, il faut l'avoir occupé. Comment un homme qui a 40 ans peut avoir occupé des terrains avant 1914 dans tout le Cameroun? C'est impossible. Donc, ces titres fonciers qu'ils ont aujourd'hui, les enfants de ces gens vont les contester forcément et ça va faire de gros problèmes. Donc, pour moi, la question foncière, ce dimanche n'est pas la question. On pourra faire une émission dessus. D'accord. Ça, c'est bien. Ça, c'est sûr. Mon cher ami Émile Lobet, il est tous les jours sur ce combat. Je comprends son combat. Mais il faudra bien qu'un jour, on se dise qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Parce qu'il y a une loi qui n'a pas été appliquée, c'est de 1914, personne ne l'a appliquée. On a laissé les gens titrer les terrains à tort et à travers. Eh bien, aujourd'hui, il faudra qu'on fasse le point et qu'on sache comment on évite cette guerre. Si on ne fait rien, elle va avoir lieu. J'espère qu'elle n'aura pas lieu. Par contre, pour moi, ce qui pose problème dans l'affaire de mon confrère Sarah, que je salue,
c'est cette justice qui n'est plus une justice. Et c'est dont parlait M. Lobé, Elimbi Lobé. Les juges ont pour mission de rendre justice et non pas pour rendre service. Le sentiment que nous avons, et c'est un sentiment que tous les Camerounais ont, c'est que les juges rendent service et ne rendent plus justice. Celui qui a de l'argent, celui qui est puissant, celui qui est fort, obtient la justice qu'il veut. On peut vous arracher votre bien si vous n'avez pas le pouvoir financier de celui qui vous attaque, même si vous avez raison. Et dans l'affaire, ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Je connais les juges. Beaucoup sont mes amis. Beaucoup sont mes camarades de classe. Et je leur demande, vraiment mes amis juges, quel est votre serment? Vous souvenez-vous encore de votre serment de juge, de magistrat, de juger en toute indépendance, en toute impartialité, sans faiblesse? Vous vous en souvenez? Je me demande souvent si ils s'en souviennent. Et c'est pour ça que Jacques Vergès, qui était un brillant avocat français, très célèbre, disait qu'il y a une rivière de sang qui existe entre le barreau et la justice. Une rivière de sang. Nous autres, on se bat tous les jours pour que la rivière de sang n'existe plus, que ça sèche quand même. Mais voyez-vous, quand on voit ce qui s'est passé à Douala, on se dit la rivière de sang ne va que faire s'agrandir. Écoutez, les juges ont décidé de violer la loi de manière éhontée à Douala. La loi dit que lorsqu'on a un domicile connu, on ne peut pas être placé en détention provisoire, ni même en garde à vue, si l'infraction est un délit, c'est-à-dire une affaire qui n'est pas une affaire très grave. Dans le cas de Maître Saha, on était dans une affaire présumée d'escroquerie foncière. C'est un délit en droit pénal. Maître Saha a été arrêté chez lui. C'est-à-dire qu'on envoie des gendarmes aller prendre un avocat à son domicile pour une affaire de terrain qui lui appartient à lui. Des gens l'ont fait dans ce Quand vous insistez sur avocat, c'est comme si c'était un citoyen lambda, ce serait normal. Non, je ne dis pas ça. Je dis ceci. J'insiste sur l'avocat. Pourquoi? C'est important. Si on le fait à un avocat, mais Elie Mbembe, lui, c'est qui? Je le dis pour démontrer que c'est déjà très grave. Et que cela suppose que si on le fait aux avocats, le citoyen ordinaire, le Camerounais ordinaire lambda, il va subir 10 fois plus et subit tous les jours 10 fois plus que ça. C'est ça le problème que je pose. Non, personne ne doit être arrêté dans ces conditions. Si la loi prévue qu'on n'est pas gardé à vue quand on a un domicile, il faut qu'on applique la loi. C'est la SAMU du Cameroun qui a légiféré. Et le président de la République a promulgué cette loi. C'est la loi, on ne peut pas prendre une loi et la mettre de côté et faire autre chose tous les jours. Mais écoutez, monsieur Zeu, nos prisons sont remplies à 80% des personnes en détention provisoire, des personnes non jugées. Parfois pour des broutilles. Je dis bien des broutilles. J'ai défendu un jeune il y a quelques années ici à Yaoundé. On l'a arrêté parce qu'on disait qu'il a volé 5 pains, du pain. Le pain coûtait 100 francs à l'époque. Qu'il a volé 5 pains dans une boutique. Même pas dans une boutique, c'est-à-dire que un monsieur avait laissé son pain le matin. Les gens qui laissent le pain très bien accrocher dans les sacs très tôt le matin. Voilà, on suppose qu'il avait pris 5 pains dans un sac. Et en plus, à la fin du procès, c'était une affaire fausse. Il a été relaxé. Il a fait la prison. 6 mois de prison pour 5 pains volés. Mais vous savez, il y a des gens qui sont des voleurs de tout un pays, en milliards, mais qui, eux, sont en liberté. Non, mais on n'excusera pas un voleur ici, je l'ai dit parce qu'un autre aurait été excusé là-bas. Non, c'est ça le problème. Chacun répond de ses fautes. La justice doit Chacun être responsable de ses fautes. La justice doit être juste et être équitable. C'est ça le problème. Il faut qu'il y ait de l'équité dans l'application de la justice. On ne peut pas pour les uns être sévère et pour les autres fermer les yeux. Donc, je pense que ce qui est plus grave, je ne dis pas non plus que les avocats sont au-dessus de la loi. Ils sont particuliers. Non, je ne dis pas ça. Bien au contraire, il faut savoir que quand on est avocat, la loi peut vous être appliquée plus durement parce que précisément vous êtes des avocats. Je prends un cas très simple. En matière d'abus de confiance, c'est-à-dire que je vous donne de l'argent pour un usage précis, vous détournez cet argent pour faire autre chose. Quand on est avocat et qu'on a fait un abus de confiance, eh bien la peine est doublée. La qualité d'avocat est une circonstance aggravante
Pour qu'on comprenne très bien, nous ne sommes pas exempts de la loi. On n'est pas au-dessus de la loi. Au contraire, je dis qu'elle s'applique à nous plus durement parce qu'on est supposé être ceux qui connaissent précisément la loi, qui ne doivent pas la violer. Mais quand même, dites-moi, est-ce qu'on peut admettre dans un système judiciaire que les magistrats... Et quand on raconte cette histoire, mais elle est incroyable. Effectivement, mon confrère a un titre foncier. Il a acheté un terrain, il a un titre foncier. Quelqu'un bâtit son terrain, il le découvre, et par gentillesse, il lui dit, eux, qu'on détruise des meubles, qui coûtent peut-être 100 millions, je ne sais pas combien, remboursez-moi l'argent de mon terrain. Il accepte ça, parce qu'il aurait pu faire exécuter la décision de justice qui avait ordonné le déguerpissement et cette destruction-là. Voilà. Mais il est humain. Il est humain. Il dit bon, voilà, remboursez-moi. Le monsieur avance 35 millions de francs. Sur 60. Convenu. Et 2 ans après, l'avocat le relance, il ne paye toujours pas. De reste De 25 millions de francs. Et il n'avait pas convenu que ça durera 2 ans. Il devait payer directement. Et un jour, il fait appeler maître Sarah chez un notaire. Prétextant qu'il va mettre sa pensée. Prétextant, comme chez le notaire, c'était pour prendre son argent. Et il a arrêté par les gendarmes devant l'étude du notaire. Il est traîné donc chez les gendarmes qui vont le garder à vue pendant des jours. Et on lui demandera là-bas de signer l'acte de vente dans le bureau des gendarmes alors que son argent n'est pas encore là. Mais comment peut-on imaginer, quand les gens suivent ça, que ce Camerounais ait pu aller en prison dans ces conditions? C'est absolument incroyable. Donc je dis, ce qui aujourd'hui est grave dans cette affaire, c'est ça, c'est dire qu'on a le sentiment que notre justice n'est plus une justice. Et moi je dis, il faut savoir, même le président Paul Biya, pour ceux qui vont au palais de justice souvent, il a fait une phrase à l'époque où il disait que la justice doit être le dernier rempart de la société. Parce que s'il y a une justice, chacun est en sécurité. Mais quand on dit que la justice est l'un des corps les plus corrompus, j'ai dit, moi j'ai honte. Ça devient un problème. Parce que c'est ma maison. Parce que je suis auxiliaire de justice en tant qu'avocat et que j'attends de notre corporation, de notre maison commune, que nous donnions l'exemple même de probité. Voilà, malheureusement, ce n'est pas le cas. On est d'accord là-dessus. Mais j'espère que cette affaire-là permettra qu'on puisse avoir un débat. La célérité avec laquelle Maître Tazo a été déféré et il a été libéré laisse quand même penser qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Oui, au vu de ce que j'entends, je n'ai pas suivi de manière particulière cette affaire. Cela est révélateur de beaucoup de dysfonctionnements dans le fonctionnement de l'institution judiciaire. Pour ce qui est des responsabilités, il apparaît que ces dysfonctionnements viennent aussi bien de ceux qui sont en charge du service de la justice que de certains citoyens qui pervertissent la fonctionnalité de la justice, qui est de maintenir l'équilibre dans la société sur la base de la capacité à sanctionner les violations aux intérêts des sujets de droit et puis les violations de la loi. On se plaint très souvent du fonctionnement de la justice, mais il est aussi évident que la société elle-même y contribue beaucoup, parce qu'effectivement, ce que M. Elimbi Lobet disait, ceux qui ont de l'argent s'en servent pour capturer la justice et la dénaturer. Bon, mais la justice se laisse faire. Ce n'est pas étonnant. La plutocratie ne coexiste pas de manière confortable avec la justice. Elle a toujours tendance à capturer la justice à son profit. Mais c'est quand même dommage qu'on cite la justice parmi ces corps les plus corrompus. Non, là aussi, la justice n'a pas non plus le monopole de la corruption. La corruption existe dans pratiquement tous les secteurs de la sphère sociétale. La corruption, c'est quoi? S'il fallait la définir de la manière la plus générale, c'est l'ombre du pouvoir. Là où il y a un pouvoir, quel qu'il soit.
que ce soit un pouvoir public ou un pouvoir privé, il y a toujours la tentation d'en abuser. Et c'est sur cette base-là que se construit... Là, c'est l'universitaire qui parle. Oui, c'est sur cette base-là que se construit la corruption. Parce qu'on aurait pensé que vous trouvez une excuse à la corruption. Non. La corruption, c'est l'ombre du pouvoir. Quand on dit que la corruption, c'est l'ombre du pouvoir, ça ne signifie pas qu'on considère la corruption comme quelque chose qui est bien. On explique simplement les mécanismes qui la fondent. C'est une situation inquiétante parce que dans l'architecture des pouvoirs, la justice, particulièrement dans les rapports entre les citoyens, doit pouvoir assurer avec hauteur et qualité cette fonction d'équilibre. Quand cette fonction d'équilibre se dégrade, c'est très dangereux pour une société. Parce qu'effectivement, comme le disait Maître Sim, si ce rempart-là saute, évidemment, les forces de l'injustice vont pouvoir donc envahir tout l'espace sociétal. Alors, M. Noah, sur cette affaire, l'affaire Maître Tazo, qui anime pratiquement tous les échanges sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit bien que derrière, il y a le foncier, mais également il y a la corruption et une justice problématique. Dans votre question, il y a 3 éléments. Le foncier. Le foncier, la justice, la corruption. Et la corruption. Commençons par le foncier. Les autres l'ont dit. C'est un élément très important pour la stabilité et la paix dans un pays. Lorsque le foncier tanque, comme c'est le cas dans notre pays maintenant, il y a de gros risques pour la paix sociale. Le foncier est devenu un secteur de haute corruption. Il ne se passe pas un jour, je dis bien un jour, sans que vous n'entendez qu'il y a des affaires foncières par-ci, par-là, qu'on a retiré un titre foncier ici ou là. Je me rappelle, j'ai discuté avec un avocat du RDPC à Douala, après une émission. Il était gêné de nous dire qu'il a un client dont le titre a été retiré 11 fois. Le titre foncier. Le titre foncier 11 fois. On retire, il va se battre pour le monter. Non, tout est correct. On rétablit, le lendemain on retire encore, on rétablit, ainsi de suite, 11 fois. Or, jadis, on nous expliquait que le titre foncier est sacré. Aujourd'hui, que représente le titre foncier? Et ça se démontre par le cas d'espèce. Quelqu'un a un titre foncier sur une parcelle de terre, un autre vient construire, et finalement la justice, qui doit pouvoir redresser les torts, dit à celui qui est venu construire sur un terrain sans droit ni titre, c'est vous qui avez raison. L'autre propriétaire doit aller en prison. Et les poursuivre pour escroquerie foncière. Non, pour escroquerie simplement. Pour escroquerie, simplement. Attendez, dans quel pays nous sommes là? Qu'est-ce que Paul Biya fait du Cameroun? Parce que quoi qu'on dise, le poisson pourrit par la tête. C'est pas moi qui l'ai dit. Nous on a constaté, nos parents nous disaient ça, le poisson pourrit par la tête. Est-ce que ce n'est pas trop facile de toujours ramener à Paul Biya? Ce n'est pas que trop facile. Attaquer le mal là où il se situe. Avec que la plaie est là, elle est visible. Ce n'est pas que trop facile. Quand vous êtes un chef, vous devrez savoir cicatriser les plaies là où elles sont. Cette affaire de foncier, de corruption, tout ça, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, c'est là qu'on a du travail qui semble être fait autour du foncier ces derniers temps. Dans la justice ne commence pas aujourd'hui. Il est président du Conseil supérieur de la magistrature, si je me trompe. Ce conseil-là ne s'est pas réuni depuis combien de temps? Ça commence par là. Parce que c'est ces sentences qui devraient sanctionner les magistrats indélicats. Mais lorsque vous portez plainte comme magistrat, ça prend des années parce que le Conseil supérieur de la magistrature ne s'est pas réuni. Il continue son délicatesse, non? En toute impunité. Donc, le chef de l'État a un rôle important dans ce qui se passe.
Moi, je vais vous dire, il y a plusieurs Sahara, je vais dire de nombreux Sahara dans ce pays, dans toutes les villes là. Ils sont très nombreux les Sahara. Je veux prendre deux exemples qui ne sont pas loin. À Yaoundé, je vous prends le cas de Yaoundé. L'ancienne gare routière est d'Etoudi. Vous savez que c'est un terrain titré? Est-ce que vous savez que c'est un terrain titré? Je ne dis pas que on m'a dit. J'ai le titre chez moi. Qui appartient à un individu. Je ne vous dis pas qu'on m'a dit. Je vous dis à présent, j'ai la photocopie du titre foncier de ce terrain-là. La gare routière actuelle, on a construit un centre commercial. Je l'ai. Vous savez ce qui s'est passé? Le préfet Nfundi a fait une descente nuitamment sous prétexte d'une commission consultative. Après qu'un individu ait recommandé qu'on accorde la concession provisoire. Depuis quand est-ce que dans un pays, comme le Cameroun, on accorde la concession provisoire sur un terrain déjà titré longtemps avant? Ça, c'est le premier cas. Ça, c'est le premier cas. Oui, le second. Le second cas qui concerne un camarade, un militant du MSC. Vous devez le connaître parce qu'il a fait 10 ans de prison dans une affaire bancale. Il avait été condamné au tribunal militaire après 10 ans de prison. Oui, il a quel problème sur le foncier? Jules Omer Tchekam, pour ne pas le nommer, à Kononinga, il a un terrain titré depuis fort longtemps. Subitement, un guidam se présente avec un document, un arrêté du ministre qui retire son titre et dit que ce terrain désormais lui appartient. Il vient à Yaoundé, il se bat et il découvre même que en réalité cet arrêté-là est un faux arrêté. On a monté avec des pièces, tout ça. Il le dit, il le découvre. Pendant qu'il porte plainte pour ce faux-là, il rentre à Koninga. Le monsieur qui prétend son terrain, porte plainte. Et un juge le met en prison, du 20 millions de dommages et intérêts. Pendant le procès, première audience, il se rend compte que c'est le juge avec qui il a des provocations. Il veut sortir. Le juge demande aux gardiens de prison de ne pas le laisser sortir. Il a reçu du 8 mois de prison et 20 millions d'amende. Il est à la prison. Il y a beaucoup de TASO. Il y a beaucoup de TASO. Allons sur l'aspect de la corruption. Mais la corruption, c'est autre chose. J'ai souvent ri. Quand nous sommes dans les forats d'Aleke, tout ça, certains veulent défendre le ministre Minkaf. Non, je l'ai dit, mes chers frères et sœurs. Oui, le Minkaf, c'est notre frère. Mais là, il fait honte au Manguiso Zeton. Alors, nous, on n'entrera pas dans ce débat de celui qui fait honte au Manguiso Zeton. On veut qu'on reste précis. Je suis très précis. Sur les cas précis. Parce que quand je vous ai dit tout à l'heure, des éléments matériels pour juger le travail du ministre ou pas, mais on a quand même des faits. Le peuple le peuple sait qu'il y a un tribunal. Nous avons les éléments. Aller dénoncer certaines choses avec les éléments avec. Tout à l'heure, je vous ai dit que le terrain où on a construit ça commercial à l'étude, à Gare Routière, on a accordé une question provisoire. Qui a signé la concession provisoire? C'est le ministre. Et le ministre a reçu, j'ai les copies de correspondance. Il ne travaille pas pour les étones et les Manguissa. Attendez, il y a beaucoup de... Oui, je vais qu'on se comprenne là-dessus. Il ne travaille pas pour les étones ou les Manguissa. Je l'ai dit comme ça. Parlons du foncier. Voilà, parlons du foncier. Et je vous dis, il a signé sans connaissance de cause. Parce qu'il a reçu plusieurs correspondances. Il y a même 2 arrêts de la Cour suprême de ce pays qui ont demandé d'arrêter les travaux là-bas depuis 1985. Je les ai. Et le ministre a reçu ces copies dans les correspondances par les propriétaires. Mais il a quand même signé, ça ne l'a pas empêché de signer une concession provisoire. D'accord. Lorsqu'on retire, je te dis pas là, lorsqu'on retire un titre foncier 11 fois, vous pensez que le ministre n'est pas au courant? Qui signe ces arrêtés-là? Ce n'est pas le ministre. Il ne peut pas s'étonner de ce qui le même dossier revient 11 fois. On va rester sur les messages de cette affaire, Elibi Lobin. Les messages de cette affaire, vous avez insisté. Oui. Vous pouvez évoquer justement ce qu'on peut lire derrière cette affaire. Oui. Ce sont les forces de l'argent qui organisent les dysfonctionnements de la justice. C'est pour cela que je dis que l'affaire Sarr vient montrer la dangerosité des forces de l'argent, exactement comme l'affaire d'Ikolo, où les forces de l'argent ont amené que le Premier ministre signe un décret d'expropriation qui exproprie un seul titre foncier, le 750 Vouri, qui se trouve à Bolantonné, qui a 143 mètres carrés. Mais les forces de l'argent ont fait en sorte que le préfet du Vouri
viennent expulser les gens à Bali, à plus de 7 km du lieu du terrain exproprié. Et que les forces de l'argent ont fait en sorte que le préfet ferme ses yeux. Un administrateur civil qui sait ce que c'est que l'expropriation, le déguerpissement, la souffrance que cela peut générer. Et surtout si cette souffrance n'est pas appuyée sur la loi. Ce préfet a déguerpi 21 titres fonciers à un endroit où le décret d'expropriation n'indiquait pas qu'il y ait expropriation. Texte des arrêtés que j'ai, où il dit à l'intéressé, où il dit au secrétaire général de la présidence de la République, où il dit au directeur du cabinet civil qu'il n'a pas autorisé l'occupation de ces 5000 hectares. Et M. Manfo détruit les plantations villageoises dans l'expansion de ces terres où il va cultiver le palmier à huile après avoir exploité les bois. Parce qu'il construit le complexe cosmétique de l'Ouest. Il peut donc s'approprier les terres. Là où aucun enfant du monde de camp n'a 1000 hectares. D'accord. Je n'ai pas fini. Allez-y, terminez. Le message, c'est que les forces de l'argent sont devenues ce que le ministre délégué à la défense, en charge de la gendarmerie, a appelé dans la première conférence semestrielle des gouverneurs, où le ministre Atanga m'a donné l'honneur d'assister. Comment il s'appelle, le ministre de la gendarmerie? Galaxy Toga. Galaxy Toga a dit que le concept de la sécurité est un concept global qui ne peut pas reposer simplement sur les gendarmes et les policiers en arrêtant les gens. Naturellement. Mais qui devrait être pris dans son accession la plus haute parce que les juges font partie de la sécurité. Qu'est-ce que c'est que ce jugement qui a été rendu à Douala, à 3 boutiques, où un enfant autochtone voit son terrain être pris? La justice ordonne l'expulsion, mais les forces de l'argent sont arrivées à un niveau où elles peuvent instrumentaliser la justice dans des procédures dilatoires, sans fin. La personne qui occupe le terrain à 3 boutiques fait ce qu'on appelle, pour empêcher l'exécution, défense à exécution. Et la défense à exécution, on finit par juger que l'enfant, le petit Daïdo, paye 50 millions de bois d'éviction à quelqu'un qui occupe son terrain. Nous travaillons là-dessus. Nous avons pu obtenir. On sait combien vous êtes engagé dans les combats. Je finis donc maintenant par la nouvelle affaire. Le message de la nouvelle affaire. On va aller rapidement. Oui. Les forces de l'argent, Jean-Jacques Zé. Toto Guillaume a un terrain qu'il a acheté à la Mailleture en 98. La Mailleture est en charge de gérer le lotissement social de l'État du Cameroun. Immatriculé sur le titre foncier 16 524, si je ne me trompe pas. Mais c'est très particulier, M. Libébé. Si on se met à parler chacun de nous, Des cas de ces dossiers, on en sort. Voilà. Je suis en train de montrer, je montre ce que, moi je ne suis pas avocat. Permettez aux avocats maintenant de s'exprimer. Je montre ce que les forces de l'argent sur le foncier qui sont en train d'agir, comment elles ont agi dans d'autres circonstances. Oui, vous aurez le temps d'élaborer sur d'autres circonstances. Laissez-moi terminer. Maître Silva va nous quitter d'une minute à l'autre, il faut bien qu'il s'exprime là-dessus. Maître Silva fait la solidarité de corps. Permettez. Maître Silva fait la solidarité de corps. Je le comprends. C'est important d'écouter le corps. Mais c'est moi qui pose le problème politique. Le corps dit ceci. Parce que moi je pose le problème politique. Oui, permettez qu'il s'exprime. Le corps dit ceci, dans la sortie du bâtonnier, une affaire apparemment de nature civile. C'est ce que le communiqué du bâtonnier dit. Ça sous-entend qu'il ne croit pas au côté civil de cette affaire. Non, c'est le contraire. Le bâtonnier dit, et c'est vrai que c'est une affaire purement civile. C'est-à-dire qu'il y a eu un accord entre 2 personnes. Vous êtes sur mon terrain, on s'assoit, on se met d'accord. Le communiqué parle bien d'apparemment civil. Non, c'est une affaire civile. Apparemment, c'est par élégance. C'est une affaire parfaitement civile. Ça peut être autrement. C'est un contrat, c'est une convention qui a été faite entre 2 individus.
et l'un d'eux ne respecte pas son engagement, c'est tout. Et que notre confrère n'a pas voulu céder aux caprices du service juridique de Douala. Oui, c'est-à-dire qu'on a demandé à un moment donné donc à Maître Saha, parce qu'après l'arrestation de 2022, l'affaire donc rebondit en 2024, en décembre, et cette fois-ci, c'est dans le bureau d'un procureur qu'on lui demande de signer par la contrainte un contrat de vente alors qu'il n'a pas encore reçu le reste de son argent. S'il te plaît, laisse-moi un peu demander à Sim une petite question. Pose la question. Qu'est-ce qui se passe dans la tête du magistrat Je me demande. qui voit que Maître Sa demande qu'on lui paye le reste de son argent? Et il lui demande de signer quand même. Mais il lui dit de signer, admettons que ce soit vrai, qu'est-ce qui peut s'être passé? Et Sonia, viens voir ce qui se passe à Douala. D'accord, mais poursuivez. Donc en réalité, le procureur de la République demande au confrère de signer l'acte de vente. Il lui dit, mais c'est pas possible. Il faut rappeler que la première fois qu'on a arrêté Maître Saha Tazor, il a été gardé à vue. Il a dit, écoutez, je ne vends même plus mon terrain. Ça va, c'est bon. Et après discussion, ils ont convenu qu'en plus des 25 millions de francs restants, l'autre personne devait lui ajouter 10 millions de francs pour préjudice après une arrestation, voilà, comme dommage intérêt pour le préjudice qu'il a subi du fait de son arrestation arbitraire. Mais que non, on lui demande de signer. Mais mon frère Libé, quand vous me demandez ce qui se passe dans la tête d'un juge, je me pose la même question. Comment un magistrat, pour une affaire aussi claire, je ne veux pas faire aussi, le procès des magistrats, on m'accuse de faire la solidarité de corps. Non, au contraire. Je dis que je ne comprends pas que nos amis aient décidé de rendre service. Parce qu'ils font là, au profit de cet homme, ils lui rendent service. Et ils lui rendent même très mauvais service. Il faut qu'on se le dise. Parce que ça peut arriver à tous demain, à chacun de nous. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une vraie justice. Et je dis, professeur Onavile Dimina, mon jeune frère, il vient de dire que les magistrats sont soumis à la tentation. Mais oui, c'est vrai. C'est dommage, mais c'est comme ça. Allez au tribunal. Vous allez voir que les bureaux des juges sont devenus, il y a un membre du conseil, on ne peut rien dire. Mais ils devront se pencher dessus. On doit interdire que les gens aillent dans les bureaux des magistrats. C'est incroyable. C'est un vrai marché. Les gens entrent matin, midi, soir dans les bureaux des juges. Qu'est-ce qu'ils font dans les bureaux des juges? Il est arrivé qu'un juge mette devant sa porte qu'il reçoit les avocats de 11h à 12h. Les justiciables de 9h à 10h et de 15h à 16h. Donc il reçoit 2 fois les justiciables, les avocats, une fois. Qu'est-ce qu'ils font avec les justiciables qui reçoivent leur bureau? Il faut interdire ça. Je pense qu'il y a des mesures à prendre. J'aurais voulu qu'on élabore peut-être dessus. Quelles sont les mesures qu'on peut prendre? Allons-y. Mais oui, il faut... Parce qu'il faut bien qu'on retienne quelque chose. Je pense que les magistrats sont aujourd'hui corrompus, un peu parce qu'ils veulent mener un grand train de vie. C'est dommage, c'est comme ça. Les avocats sont aussi les corrupteurs, parce qu'ils veulent gagner à tout prix les procès. On est d'accord, un avocat va chercher à gagner un procès, c'est son travail. Pas encore pas. Non, pas encore s'il pas. vous plaît, faisons un débat plus simple. Moi, je dis, j'apprends qu'il y a des confrères qui portent des mallettes pour les magistrats. J'entends que ça existe, mais ce n'est pas tolérable qu'un avocat prenne de l'argent pour donner à un juge, mais à ses yeux, il n'a plus aucune considération. Un avocat qui le fait, cesse d'être un vrai avocat. Mais ça fait quoi? Il faut qu'il change de métier. Non, oui. J'ai dit, moi, je ne ferai jamais ça. Ils savent, je ne ferai jamais une chose pareille. Parce que, monsieur Zé, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un client qui vient dans votre cabinet. Il vous demande en premier lieu, mon juge même s'appelle comment? Je lui dis, mais le nom du juge vous sert à quoi? À rien. Mais il veut savoir qui est le juge. Et parfois, il te dit, les juges leur disent là-bas que vous payez les avocats pour rien. C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons la plume. Donc, payez l'argent plutôt à nous et non pas aux avocats. Dès que c'est comme ça, la justice est déjà totalement chamboulée. Ça veut dire que les rôles sont inversés. Et je pense qu'on peut prendre des mesures. Il faut des résultats généraux de notre justice. Il faut qu'on s'asseye vraiment entre nous, avocats, magistrats et tous les autres, pour qu'on fasse un état. Quel est l'état de notre justice? Quelles sont les mesures qu'il faut prendre? Moi, l'une des premières, c'est qu'il faut qu'on paye bien les magistrats. Il faut qu'on s'entende. Il n'est pas normal que magistrat qui doit rendre justice soit payé 150 000 francs ou 200 000 francs par mois. Ce n'est pas normal que magistrat prenne le taxi pour aller au travail et parfois dans ce taxi, il y a des gens qui vont aller juger au tribunal
dans l'heure qui suit. Ce n'est pas normal. Je pense Et du coup, il est sensible oui, à quelques enveloppes kaki. absolument. Il faut que ces gens-là soient bien payés. Pourquoi Je pense que ça... kaki? Les enveloppes kaki. C'est ça, il faut le faire. Le blanc, c'est la pureté. Là, c'est kaki. Il faut qu'on leur donne des moyens de travailler plus efficacement. Parce que malheureusement, et un pas de décharge aussi, il faut voir les conditions de travail des magistrats au Cameroun. Aller par exemple dans une ville comme Fou. On met des magistrats dans un petit bureau, 3-4 personnes, dans un bureau de 4 mètres carrés. Comment ils vont travailler? Il faut qu'il y ait donc une vraie réforme. Et là, au moins, ils ne reçoivent plus les justiciables s'ils sont 4 dans le bureau. Ils reçoivent toujours. Ils s'organisent celui pour recevoir. Donc, ça se passe comme ça. Et je pense que ce qui s'est passé à Douala, c'est vraiment là ce qu'on ne doit jamais avoir dans un pays. On demande aux magistrats simplement de dire la loi. Et personne ne les oblige. Je disais à mon ami Olang que personne n'oblige le juge à prendre l'argent. On peut refuser. Et maintenant, on prenait l'exemple de M. Esso Laurent. Les gens ne le connaissent que le ministre. Mais Esso était réputé être un magistrat absolument intègre. Mais est-ce qu'on l'écoute? Chaque fois qu'il y a la chaque fois qu'il c'est la deuxième fois dans l'histoire du Cameroun que le ministre de la Justice est un juge. Il y avait un autre magistrat aidé à l'époque qu'on appelait Mbalingote, réputé être d'une grande intégrité. Vous avez une affaire chez lui. Vous venez avec votre chèvre pour le corrompre et vous mettez en prison et la chèvre et vous-même. Il y a des gens qui ont existé comme ça, des magistrats. Et on demande quand même d'avoir à nouveau ces genres de magistrats qui sont des gens vraiment exemplaires. Parce que le souci qu'on a, le sentiment qu'on a, c'est que tous sont pourris. Ce n'est pas le cas pourtant. Il y en a quand même qui font le travail. Mais ils doivent résister précisément à la force de l'argent dont parle M. Nibilebé. Ils ne sont pas contraints. Ils doivent pouvoir se dire, on a un rôle central dans la société, un rôle d'équilibre. Il faut que l'équilibre continue à persister. Et s'ils ne le font pas, je dis ceci, là encore, il peut arriver ce qui est arrivé ailleurs, comme en Algérie, où on a vu des gens aller chasser les magistrats, les pourchasser même, les assassiner, parce qu'ils estimaient que maintenant, c'est l'heure de se rendre compte, de se rendre justice eux-mêmes. Quand les juges ne rendent pas justice, eh bien, ils laissent la voie à ce qu'on appelle la justice populaire. Les gens vont aller faire eux-mêmes ce qu'ils n'ont pas fait parce qu'ils n'ont pas confiance en nos juges. On est en train de sortir de cette mise en bouche. Comment faire puisque le fossé... Comment faire pour réduire ce fossé qui se creuse, qui s'est déjà creusé entre le citoyen lambda et la justice, et maintenant on le voit également entre les avocats et les magistrats. Est-ce qu'on peut réduire ce fossé, cette perte de confiance qui commence à s'affirmer? Cela est possible si les parties prenantes sont de bonne foi. Pour ce qui concerne les magistrats, c'est à l'intérieur du corps qu'il faut faire le travail en renforçant donc une capacité d'autorégulation qui se fonde donc sur l'institution qu'est le Conseil supérieur de la magistrature qui vient donc chapeauter tout cela. Pour les avocats, parce que les avocats non plus ne sont pas sans reproche, même si en même temps on ne peut pas dire qu'ils soient tous pourris, il faut également qu'il y ait un travail d'autorégulation. Mais le travail d'autorégulation le plus difficile, c'est celui qui vient des citoyens ordinaires et puis des forces de l'argent. Pour les forces de l'argent, je dis même c'est impossible. Les forces de l'argent ne s'autorégulent que par l'arbitraire. Monsieur Noah, comment faire le ministre de la Justice, à chaque rentrée concernant la magistrature, rappelle comment être justement des magistrats propres qui puissent faire leur travail dans des bonnes conditions. Il donne les orientations, il demande même à ce qu'on aille vers des peines alternatives, qu'on essaye de faire le bon travail. Mais on a l'impression, au regard des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure par Maître, qu'il y a encore beaucoup de prévenus dans nos prisons. Les prisons sont pratiquement saturées. Comment restaurer la confiance entre les populations et les magistrats? Moi, je pense que nous, mais c'est dans notre programme politique, l'avocat l'a répété tout à l'heure, il est question de s'asseoir ensemble et de disséquer ce qui se passe dans le secteur de la justice pour pouvoir proposer des solutions appropriées au mal que vit la justice dans notre pays. Vous savez, il faut pouvoir responsabiliser le magistrat parce qu'il ne peut pas être au-dessus de la loi. Lorsqu'il va à l'encontre des dispositions de la loi, il refuse, c'est-à-dire qu'il refuse d'appliquer la loi, eh bien,
il faut que la loi s'applique à lui. Il faut qu'il réponde de son acte devant la loi. Parce qu'on ne peut pas continuer impunément à violer la loi sans conséquence. Vous prenez des dispositions claires, n'est-ce pas, du Code de procédure pénale. Ce n'est pas appliqué. Le processus du Code pénal est le résultat d'une réforme après des concertations dans le secteur de la justice. Mais depuis qu'il a été adopté, on comprend qu'il y a beaucoup de résistance à son application. Or, lorsque vous le parcourez, vous sentez que c'est un élément important dans la préservation de la liberté des citoyens. Parce que la liberté, je crois, ils le disent, c'est la norme. C'est le principe. C'est le principe, je veux dire. Et puis, la législation, c'est l'exception. Mais aujourd'hui, c'est plutôt la liberté qui est devenue exception. Donc, la détention est le principe. On renverse les choses. Mais on ne peut donc pas continuer à laisser là prospérer. Il faut que les magistrats qui violent les dispositions de la loi soient poursuivis. Et lorsqu'on va le faire, ils vont se rendre compte, je suis censé appliquer la loi. Je dois donc m'en tenir uniquement à l'application de la loi. On ne peut pas vous dire que quelqu'un qui a un domicile connu ne peut pas être mis en garde à vue. Mais vous le prenez, vous mettez en garde à vue. Le cas de tous les magistrats qui sont dans l'affaire concernant Sita, mais ils doivent répondre de leurs actes plus tard. Celui qui a placé en détention, qui a donné du sud moi à mon camarade à Kolininga, il doit répondre de ces actes-là. Il doit pouvoir répondre. Parce que ce n'est pas tout à fait normal. Je vais vous dire, la justice est essentielle dans le développement économique d'un pays. Ce n'est pas seulement la paix sociale, c'est aussi même la paix économique. Comment est-ce que vous allez attirer les investisseurs étrangers lorsque vous ne pouvez pas donner un cadre juridique qui soit stable, où on sait que les magistrats exécutent uniquement la loi et non, ils ne sont pas là pour rendre service aux forces de l'argent ou alors aux forces politiques. Chez nous, c'est le contraire. Et on est étonné qu'on ait les résultats que nous avons aujourd'hui. Quand vous allez évaluer le Cameroun, il y a un risque juridique qui est assez élevé. C'est vrai, c'est englobé dans le risque politique, mais c'est assez élevé. C'est tout ça qu'on appelle le risque politique. L'environnement juridique du pays, les lois sont là, on essaye d'uniformiser avec l'OADA, mais l'application dans des pays, ce n'est pas la même chose. Et la conséquence est que nous allons pouvoir avoir un avocat qui a un domicile connu, qui n'a commis qu'une faute, qui a arrêté, qui est gardé à vue, qui est même placé en détention provisoire. Et puis, un beau jour, le 25, je ne crois pas que le 25 décembre soit un jour ouvrable. Mais comment on a fait pour que les magistrats soient en train de travailler jusqu'à ce qu'on le libère? Quand même, votre pays là, franchement, il faut... Restons dans notre pays. Merci beaucoup. Monsieur Noah, bonjour le plateau. Cette affaire est tellement grave et nous avons comme ça toutes les histoires rocambolesques. Comme ça au Cameroun, on ne peut pas continuer comme ça. Le Cameroun est devenu l'enfer pour les habitants. Depuis belle lurette, Mathias, Eric Oranguinemache, les mots sur ce sujet pour expliquer le faux. Bonne émission, Douglas de Douala. Il a raison, c'est l'enfer. Comme je parlais tout à l'heure, c'est l'enfer. Les forces d'argent n'existent pas dans un pays normal, dit cet intervenant. Là, on va prendre 2 ou 3 avant de chuter avec Maître et M. Limbilo. Jean-Jacques, bonjour à votre panel. Que M. Noah reste tranquille, ils ne feront rien d'extraordinaire pour mettre le Cameroun en feu. Bon, vraiment, il n'a pas dit qu'il va mettre le Cameroun en feu. Voilà, il ne faut pas confondre les propos de nos panélistes. Hein. Vous interrompez très mal à propos de vos invités. Et cela est, voilà, dommage. On est obligé parfois d'interrompre. Sinon, on va lire toute la Bible. Je suis plein que tu m'interromps. Sinon, on va lire toute la Bible. Mais ce n'est pas grave. Ce sera compliqué si on n'arrête pas tout cela. On dit que Maître se plaint aujourd'hui alors qu'il défend souvent les indéfendables devant la justice. C'est son boulot. Votre travail est difficile. Ben oui. Et c'est qu'il y a des indéfendables que vous défendez. Oui, mais c'est une passion. Vous savez, c'est le drame de l'avocat, voyez-vous. C'est-à-dire que les gens pensent qu'on soutient les causes parce qu'on a défendu un individu. Les gens pensent que défendre un voleur suppose qu'on est pour le vol ou qu'on défend le vol. Non, c'est notre travail. Mais au-delà de ça, je pense que, et c'est là qu'il faut que les gens, et surtout, je parle à ceux qui gouvernent l'ordre des avocats. C'est-à-dire maintenant,
Mathias parlait d'autorégulation. Nous devons nous rendre compte que l'ordre des avocats doit être le chien de garde des droits et des libertés. Notre ordre ne joue plus ce rôle, malheureusement, depuis très longtemps. Et je le regrette parce que à l'époque des Yondo Black Mandingue, quand même, et de ses amis, ce qui se passe là, on n'aurait pas vu ça. C'est-à-dire que, voyez-vous... Est-ce que ce ne sont pas les forces de l'argent qui vous gangrènent aussi? Je n'en sais rien, je ne suis pas... peut-être, hein, je n'en sais rien, mon frère Elibi. Mais quand même, vous savez, ça s'enchaîne. Maître Aboyoyo a été tabassé c'est un confrère, à Ombessa, en octobre, je crois. En novembre, Maître Tamfou est tabassé, jeté dans un camion, pas des gendarmes. Et puis, on met Tazo en prison pour un malpropre. Et le sentiment que les avocats ont, c'est que, mais comment on ne fait rien? Minimalement, quand même, on doit montrer qu'on n'est pas content. Même déposer des robes pour un seul jour. Mais on n'a rien fait. Non, le bâtonnier a demandé que vous gardiez votre calme. Mais attends, on est déjà en train de suivre le dossier. Mais ça fait 3 dossiers. Écoutez, c'est mon ami le bâtonnier. Mais tout de même, le sentiment, je lui dis à lui, bâtonnier, le sentiment que les avocats ont, il faut qu'ils le sachent, c'est qu'ils ne bougent pas. Dans l'affaire Aboyoyo, gardez le calme, on l'a fait. Dans l'affaire Tamfo, on a gardé le calme. Maintenant, on va déjà en prison. On garde le calme jusqu'à quand? Jusqu'au jour où on va vous tuer. Jusqu'au jour où on va vous tuer, peut-être. Parce que c'est ça le problème. Nous devons être... Et si un avocat donne l'impression qu'il ne sait pas se défendre, comment va-t-il défendre les autres? On perd confiance en nous. Et il faut que les gens se rendent bien compte que nous sommes les chiens de garde des droits et des individus. Si quelqu'un, en général, je dis en général, si des gens sont en train de piller des personnes qui ont des droits fonciers, nous devons nous battre contre ces pilleurs-là, d'où qu'ils viennent, quels qu'ils soient. Et sans tenir compte des personnes qu'on a pillées. Parce que maintenant, je disais à M. Loué que moi, je refuse un peu de personnaliser les dossiers parce que sinon, je pourrais, moi, vous donner 50 cas. Je suis avocat, donc je vis là-dedans. Mais c'est général. On est en train de faire au Cameroun quelque chose, je dis, d'explosif. On a pris une loi en 1974 qui disait clairement que pour titrer un terrain, il faut démontrer qu'on l'a exploité ou occupé avant août 1974. Ça veut dire quoi, monsieur Zé? Ça veut dire que logiquement, un gars qui est né en 1974 ne peut pas titrer un terrain directement. Ah non, on est censé. Ben voilà. Mais on voit des gens très jeunes qui titraient les terrains, je dis dans tout le Cameroun. Ils ont des titres fonciers à Garoua, à Maroua, à Mbalmayo, à Yabassi. Il a de moins de 50 ans. Dans le camp chez moi, là-bas, c'est terrible. Les gens viennent effectivement. Ils ont des hectares et des hectares de terrain qu'ils ont pu avoir. On ne sait pas trop comment. Donc, c'est une question que je dis générale. Et c'est aux avocats aussi, dans notre ordre, de nous battre, pas pour nous seulement, mais pour que les droits des Camerounais soient respectés de manière générale. Merci beaucoup, maître. On vous recevra très bientôt sur la casquette de membre politique du MRC. Ce sera un plaisir pour rassurer ceux qui s'inquiétaient et disaient qu'on avait 2 représentants du MRC sur le plateau. Mais on en a eu. Il est resté avocat, tu deviens à la fin. C'est l'avocat qu'on recherchait et il a été avocat. J'ai même vu M. Noah l'appeler, comme M. l'avocat l'a dit tout à l'heure, il n'a pas dit comme M. le Président disait tout à l'heure. Pardon, insister sur les raisons du blocage du Conseil supérieur de la magistrature. Et c'est un magistrat qui envoie ce message-là. On insiste il y a un membre sur les raisons. Au plateau, il va répondre à la question. Non, il ne va pas répondre. Ce n'est pas lui qui convoque. C'est du Conseil supérieur. On va sortir. Le président du Conseil de son parti. Bonne émission et bon dimanche. Merci beaucoup. On fait tourner et puis on revient pour le thème central.